Bismillah. Non, ce n'était pas un palais de marbre, ni de granit. Il ne fallait franchir pour y accéder nul rempart crénelé, nul pont-levis massif, pas d'allée centenaire offrant des ondes d'un vert sombre, touffu comme un dôme, non. C'était une grande bâtisse de briques rouges, tenant de la villa démodée et du petit château avec un bout de donjon malvenu, et dans le parc embroussaillé, une Diane, chasseresse au carquois brisé. Là habitait la princesse. J'avais poussé la porte de la grille, rendu son salut au vieux jardinier en tablier bleu, gravi les 7 marches du perron. Sous une verrière obscure, en éventail, qui abritait le seuil, j'attendais que l'on m'ouvrît. La sonnette avait éveillé un écho lointain à l'intérieur. Un messager m'avait rendu visite la veille. Il avait un visage d'archer, mais il portait une serviette d'homme d'affaires. Il m'avait dit: La princesse vous demande. La princesse. On en parlait depuis longtemps dans le pays, sans la connaître. Elle s'était installée là quelques années auparavant et vivait très retirée, entourée à la fois d'un mystère un peu sordide et d'une domesticité fidèle et discrète amenée avec elle. On disait la princesse. Était-ce bien une princesse, une vraie? En ces temps incertains, l'imposture voisine bien souvent avec les hautes infortunes. On tirait le verrou, on défaisait une chaîne, quelqu'un derrière la porte donnait des ordres à mi-voix, on m'ouvrit enfin. Un ancien colonel de la garde, sans doute, se trouvait en face de moi. Je compris tout de suite à quel homme j'avais affaire, car il était sec, bien conservé, très droit, très mince, et ses yeux me scrutaient avec une sévérité presque insolente. La princesse me demande, déclarai-je. L'examen muet auquel je venais d'être soumis m'avait passablement irrité. Le ton de ma voix dut être impressionnant ou ma stature, car le colonel s'effaça et joignit machinalement les talons. Je fis 2 pas, puis j'invitai du geste l'ancien officier supérieur à m'indiquer le chemin. Était-ce bien un ancien officier supérieur, après tout? Nous prîmes l'escalier couvert d'un épais tapis et montâmes silencieusement. Les murs étaient garnis de gravures représentant des sujets militaires où s'affrontaient des armées aux uniformes pour moi inconnus. Il y avait aussi quelques toiles évoquant des sites d'un âpre sauvagerie, où des sapins décharnés s'accrochaient à des rochers abrupts. Paysage de désolation et d'amertume dans des temps sombres, mais mon exemple de grandeur. Au premier étage, le colonel s'arrêta devant un grand aquarium, éclairé de l'intérieur, où des sortes de petites anguilles, enroulées en un nid hideux, grouillaient sur elles-mêmes. L'une parfois brusquement allongée, toute raidie, sortait de ce nœud innombrable et luisant, et montait en oblique vers la surface comme une lame. À ces bêtes, le colonel lança une pincée de poudre rougeâtre, qu'il sortit d'une tabatière d'argent et que l'on vit descendre dans l'eau comme un léger nuage. Ce fut une courte et malpropre mêlée qui provoqua un remous inattendu et fit vibrer les glaces de l'aquarium. Une banquette de chêne s'adossait au mur sous une fenêtre entre 2 palmiers. Sur un geste du colonel, je m'y assis. Devant moi s'allongeait un long couloir au parquet ciré sur lequel donnait une série de portes. Il y faisait très sombre. Cela sentait l'encaustique et le bon entretien. J'étais resté seul, mon guide ayant pénétré dans une des pièces. Une sonnerie grêle retentit, puis apparut un grand vieillard à courte barbe blanche, très soigné, qui vint à moi et me palpa les poignets sans mot dire. Ses mains étaient froides et osseuses, mais son visage paternel. Il hocha la tête avec une pointe d'admiration. Il dit simplement: Vous avez une solide charpente. Il pénétra à son tour dans une autre pièce. J'entendis des bribes de conversation. La voix du vieillard, que j'imaginais être un médecin, disait: Trop gros, beaucoup trop gros. Docteur, docteur, fut une voix très douce, vous êtes un pessimiste. Je ne m'étais pas trompé. Il s'agissait d'un docteur. Je tendis l'oreille. Mais on avait dû s'apercevoir que la porte était mal fermée. Elle claqua soudain et je n'entendis plus rien. Je trouvais l'attente longue et l'austérité étrange des lieux n'était guère de nature à me distraire. Le malaise insurmontable que m'avait causé au passage l'aquarium et ses hideux habitants m'empêchait de porter le regard dans cette direction. D'entendre même par moments dans ce coin un clapotis furtif m'était intolérable. Je commençais à regretter d'avoir accédé à l'invitation de la princesse. Rien ne m'obligeait à m'y rendre, sinon une curiosité bien compréhensible.
et la satisfaction que ressent tout homme, si cuirassé qu'il soit contre la vanité des honneurs de ce monde. À l'idée d'être distingué entre tant d'autres par un personnage hautement titré, que pouvait bien me vouloir la princesse? Comment et pourquoi s'intéressait-elle à ma personne? Je ne dis pas ma modeste personne, car la renommée dont je jouis comme orfèvre pouvait être parvenue jusqu'à ses oreilles. Peut-être voulait-elle me confier quelque délicat travail, une réparation à la couronne séculaire qu'elle devait conserver parmi les souvenirs de ses ancêtres, ou la transformation de quelques joyaux particulièrement précieux. J'en étais là de mes réflexions quand réapparut le colonel. Je me levai et allai à lui. Je l'interrogeai sur l'objet de ma convocation. Il sourit tristement. La princesse vous le dira elle-même. Déjà nous nous trouvions dans la chambre de celle-ci. Il s'effaça et me fit passer devant. J'étais inquiet et impressionné. Je ne savais si je devrais bomber le torse et me montrer gaillard ou prendre une contenance déférente. Entrez, entrez donc, me dit une voix très douce, une voix de miel et de fleurs, une voix qui me faisait fondre et ne laissait subsister en moi que ce qu'il y avait de puéril et de crédule. J'étais par l'effet seul de cette voix miraculeuse, en plein rêve, en pleine féerie. Je m'attendais à voir la princesse assise sur un trône parmi de riches draperies, scintillantes de mille feux, dans un apparat somptueux et éblouissant. Aussi fus-je tout surpris de la simplicité de la pièce où j'étais reçu, simplicité qui ne manquait pas d'une grandeur un peu oppressante. Je me trouvais dans une salle nue, aux murs blanchis à la chaux, assez semblable à quelque parloir de collège. De grandes armoires basses, garnies de tiroirs portant de très petites plaques d'émail numérotées, comme on en voit encore chez certains coiffeurs, couraient le long des cloisons, dans un coin recouvert d'une housse, un petit meuble que je pris pour une machine à coudre. Entre les deux hautes fenêtres du fond, assise dans ce sévère fauteuil de tapisserie. La princesse, les mains jointes dans un manchon de fourrure blanche, elle m'apparut jeune encore, mais d'un âge imprécis, le visage doux et triste, se tenant très droite, ses cheveux noirs étroitement tressés, ramenés sur les tempes et les oreilles, lui faisaient de chaque côté du visage un macaron, comme à l'ancienne mode. Elle était vêtue d'une robe bleue, longue, d'étoffe, lourde, qui tombait en plis sculptueux, jusqu'à ses pieds, dont je voyais la pointe gainée de cuir laqué. Je m'étais incliné bien bas, ridiculement bas, si l'on songe que je ne me trouvais pas dans une salle du trône et qu'aucune étiquette rigide ne présidait à cette rencontre. Médiocrement cérémonieux de nature, je m'en voulais un peu de sacrifier à de sottes convenances et de m'être laissé impressionner de pareille façon. Approchez, fit la voix céleste et caressante de la princesse, approchez donc. Je m'avançai lentement, comme si je redoutais un faux pas, une chute ridicule, et m'arrêtai à 2 mètres, osant à peine lever les yeux sur cette femme inconnue. Elle était vraiment belle, très belle, rayonnante d'une tendresse insoupçonnée. Aucune femme jamais si, Dieu sait si j'en avais connu, ne m'avait donné cette envie de m'étendre à ses pieds et d'y attendre patiemment la caresse exaltante de ses doigts sur mon front. Donnez-moi la main, dit-elle. Je n'osais croire à cet honneur, j'hésitais, tendis vaguement le bras, ne vis aucun geste d'encouragement de la part de la princesse, puis restai immobile, très confus. Vous ne voulez pas me donner la main demanda-t-elle avec une tristesse infinie qui me bouleversa. Elle me regardait douloureusement, surprise. Mais, Altesse, je ne trouvais pas mes mots, ma voix s'étranglait, c'est votre Altesse qui... Ne m'appelez pas Altesse, murmura-t-elle, dites-moi Tchenia. Approchez, approchez. Je tombai à ses pieds, sans savoir ce que je faisais. J'osai toucher le bas de sa robe de mon front moite. Je sentis sa jambe à travers l'étoffe. Mon visage se perdit dans les plis chauds de cette jupe. Combien de temps restai-je ainsi dans cette pose de muette extase? Je ne pourrais le dire. Un parfum inconnu et merveilleux émanait de cette femme, et je serais volontiers demeuré là jusqu'à ma mort. Son pied remua, il battait la mesure très doucement, mais je crus discerner à ce geste répété un peu d'impatience. J'entendis qu'elle murmurait, mais affectueusement. Allons, relève-toi. Toi, elle avait dit, toi. Ce tutoiement inattendu me transporta d'un bonheur puéril. J'eus l'audace d'en serrer ses jambes dans mes bras et de poser sur ses genoux ma tête enfiévrée. Tchenia, Tchenia, balbutiai-je. Allons, allons, fit la princesse.
Relève-toi donc. Si quelqu'un venait, c'était l'aveu d'une charmante complicité. J'obéis. J'étais debout devant elle, les mains jointes en un geste d'adoration fervente. Je la regardais fixement, droit dans les yeux, avec intensité, aucun doute à cet égard. Je l'aimais. Je me serais sur un geste d'elle jeté au feu pour lui complaire. Elle baissa les paupières avec toute la grâce prometteuse que savent mettre à ce geste certaines femmes. Et j'ai cru voir un acquiescement. Va donc fermer la porte, dit-elle. Pousse le verrou. J'obéis d'un bond, puis lorsque ce fut fait, approche-toi de ce petit meuble, enlève la housse, pose-la à terre. Je me trouvais devant ce que j'avais pris tout d'abord pour une machine à coudre. C'était un curieux appareil, une table surmontée d'une petite guillotine au couperet luisant. La lunette était suffisante pour y en serrer le poignet. Un petit coussin de velours brun sombre remplaçait le panier de sang. Je regardai la princesse, un peu surpris. Si tu passes la main à travers ce trou, dit-elle, elle reposera douillettement sur le coussin. Si tu actionnes alors le bouton poussoir à ta gauche, la lame tombera d'un seul coup, très vite, et ta main sera coupée sans la moindre douleur, sans que tu aies le temps de t'en apercevoir. Quelque heureuse machine, murmurai-je intrigué. Est-ce un souvenir? Un souvenir, fit la princesse délicieusement émue. Des souvenirs, une suite de merveilleux souvenirs. Il y a ici déjà beaucoup de mains coupées. Ses yeux semblaient suivre un rêve très émouvant, mais je constatai bientôt qu'il parcourait les nombreux tiroirs numérotés qui tapissaient la pièce. Elle souriait, engageante. Ah non, donne-moi la main cette fois. Je fus auprès d'elle, la main tendue, heureux à l'idée de la toucher à nouveau. Alors de son manchon blanc sortirent ses poignets, hideux à contempler, moignons pâles, amincis, pointus, mais à pointe arrondue. Tu vois, dit-elle d'une voix bouleversante, tu vois, je n'ai pas de main. C'est drôle, n'est-ce pas? Je suis née ainsi, et ma foi, j'ai fini par trouver cela beaucoup plus joli. Ma peau est extraordinairement douce. Touche-la, tu verras. J'avais peu envie de le faire, mais du bout des doigts, j'effleurais ses extrémités monstrueusement pitoyables. Cela n'avait rien d'humain, cela me parut froid, un peu mou, assez semblable pour la consistance à du boudin de sang. N'aie pas peur de me faire mal, dit-elle, se méprenant visiblement sur ma réserve, qu'elle n'attribuait pas à de la répulsion. Cela ne m'a jamais fait souffrir. Dans ma situation, cette infirmité, en est-ce une d'ailleurs, n'a guère d'importance. Tant de femmes de qualité ne savent que faire de leurs 10 doigts, pas vrai? J'opinai timidement de la tête. Je la sentais prête à s'attrister. Son fin visage avait une expression pathétique et un peu crispée, mais plein d'espérance néanmoins. Je serrai ardemment ses poignets atrophiés et, dominant ma répulsion, je baisai avec une ferveur désespérée cette chair qui m'épouvantait encore quelques instants plus tôt. Elle m'étreignait tant bien que mal, et tournant vers elle mon regard, je vis son beau visage baigné de larmes. Coupe-toi une main, implora-t-elle tout à coup d'une voix grave que je ne lui connaissais pas. J'étais atterré et déchiré à la fois. Accorde cette joie à Tchenia. Tu ne sais pas le bonheur que cela me fait. Laisse-toi griser par ton sacrifice. Tu verras, tu ne sentiras rien. Ta main non plus. Là, sur le petit coussin bien moelleux, je la ferai embaumer par le docteur. C'est un grand spécialiste de ces choses. Elle sera un peu plus brune que nature, mais si merveilleusement vivante. Je la garderai près de moi avec toutes les autres, parmi mes chères favorites. Celle du général Braco, qui eut la délicatesse d'y laisser son alliance, celle du pianiste Friedrich, aux doigts démesurés, aux angles carrés, qui renonça pour moi à la plus belle des carrières. Elle soupira à ce souvenir et parcourut du regard les tiroirs numérotés. Je ne t'en demande qu'une aujourd'hui, je te la demande de tout mon être. J'en ai effroyablement besoin. Peut-être un jour, ému à la pensée de mon magnifique désir, imiteras-tu le geste sublime de Brunner, le sculpteur, le seul capable jamais d'égaler Maillot, et qui, hésitant d'abord à me satisfaire, céda finalement à mes instances et m'envoya longtemps après, que je l'eus congédié, sa seconde main et sa dernière œuvre. Elle se tut souriante, et devant ma stupeur muette, me lança finalement comme un défi ou comme un ordre. Je suis la princesse des mains. J'aurais voulu fuir, être au dehors, avoir franchi déjà toutes les portes qui me séparaient du monde réel.
Sentir sous mes pas la route poussiéreuse qui m'avait conduit à mon malheur. Je restais immobile, les yeux rivés à cette femme épouvantablement belle que l'envie me prenait d'insulter, de battre et d'adorer encore. Je fis quelques pas en titubant comme un homme ivre. Un brouillard rouge assombrissait ma vue. Que se passa-t-il alors? Les doigts de ma main droite se crispaient tout à coup sur quelque chose de doux. Le coussin, le velours. Trop tard, beaucoup trop tard pour m'arracher à ce piège maudit. Mon poignet était enserré, immobilisé, ne m'appartenait déjà plus. Ah, fuir, fuir, échapper à mon destin. Je tirais sur mon bras comme une bête qui veut se libérer d'une mâchoire de fer au prix d'un de ses membres. L'affreuse machine me tenait solidement. Ce fut une lutte désespérée et silencieuse, effroyablement brève, entre mon être révulsé, noyé d'une sueur glacée, et ce carcan inébranlable refermé sur ma chair et mes os. Qui alors? Qui osa faire le geste? Moi? Est-ce possible? Le bouton fut poussé et en même temps le déclic. Et cette main, ma main, étrangère à moi, comme une bête se vidant de sa vie rouge par son arrière-train sanglant. Voilà comment j'ai été amputé. Il dit et releva sa manche, une main articulée s'adaptait habilement à son avant-bras, d'un rose mauve. Merci, Waps, fit le docteur, vous pouvez vous retirer. Le narrateur et le héros de cette étrange aventure nous salua cérémonieusement et sortit. C'est un malade peu banal, ajouta pour moi le médecin rêveur, un être extrêmement raffiné. On nous l'a conduit ici il y aura bientôt 2 ans, après une crise terrible au cours de laquelle il se trancha le poignet d'un seul coup de hache sur une table de cuisine. C'est un homme solide, c'est un malheureux, à peine remis de son horrible blessure. Il réclamait une hache à tout prix, il voulait se couper l'autre main. Le docteur eut un regard étrange. Je souris, mais ne compris pas tout de suite.